parce que j'ai enseigné dans cette salle même. Alors, on m'a demandé de parler sur la lutte contre les changements climatiques. Et je vais synthétiser mon travail, mon exposé, parce qu'il y a beaucoup à dire concernant les changements climatiques, mais on aura, monsieur le modérateur, je sais combien de minutes, nous puissions entrer dans le vif du sujet. Il faudrait que nous puissions connaître d'abord c'est quoi la lutte, le changement et le climat. Donc mon travail est subdivisé en 3 parties. Dans la compréhension de mots, l'historique du changement climatique et sa lutte, et puis l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Lutte, c'est-à-dire c'est l'action soutenue par la mise de moyens appropriés. Donc ce sont des actions qui sont soutenues. Donc quand vous luttez, des actions qui sont soutenues pour avoir arrivé à quelque chose. Donc vous luttez comme là, nous les femmes sont en train de lutter pour leurs droits, elles sont en train de lutter pour le changement, pour la parité, sont en train de lutter pour l'autonomisation. Donc c'est une lutte qui est un processus pour arriver aux objectifs. Les changements, c'est un processus de modification par évolution. Donc, comme je disais ici, c'est un processus pour donc vous quitter à la zone A pour arriver à la zone B. Donc ces changements-là, c'est un processus pour y arriver. Donc ici pour comprendre le climatique, il faut d'abord comprendre le climat. C'est quoi le climat? C'est le météorologie, ensemble de phénomènes météorologiques qui se produisent au-dessus d'un lieu dans leur succession habituelle. Donc, les climats, vous voyez, nous avons, il y a par jour, vous voyez, il y a des climats par moment, vous voyez, il y a le soleil, par moment, il y a le vent qui souffle, il y a un moment où nous sommes, on arrive vers le soir, donc c'est-à-dire que ce sont des changements climatiques. Comme hier, par exemple, il faisait très très chaud, et brusquement, il y a eu la pluie. Et donc, ce sont des changements comme ça qui font que les climats ne soient pas très cohérents et qu'il y a aussi même tout un service qui s'occupe de la météo qui passe le matin dans notre téléphone. Il y en a cette application pour connaître la température de la journée, c'est combien, et tout ça. Il va pleuvoir aujourd'hui. Il faut, dans notre dossier même, on vous dit, il faut vous protéger contre le froid, il faut. Donc, ça fait partie des climats de météo. L'historique du changement climatique. Le changement climatique a commencé au XXe siècle, milieu du XXe siècle, où on a commencé à sentir des chaleurs, on a commencé à sentir le problème lié au climat. Ce problème-là, c'est quoi? Donc, on a vu que comment dirais-je, les entreprises qui polluent la nature, donc ce sont eux qui sont à la base de ces changements climatiques. Nous avons, chez nous, il n'y a pas assez d'industrie, mais dans d'autres secteurs, aux États-Unis, en Russie et tout ça, là, on fabrique de matériel, on fabrique des armes et tout ça. Ce sont les grands pollueurs de ce monde. En Allemagne, ainsi de suite. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'industries qui polluent, qui fabriquent des matériels, c'est la fumée que ces industries dégagent. Ça va au-dessus, au ciel. Vous voyez, il y a des nuages, il y a le bloc glace qui atténue la chaleur, qui fait en sorte que lorsqu'il y a une forte soleil, il y a une forte chaleur due au soleil, cette glace-là atténue pour que les calcaires ne puissent pas atteindre le sol ou les personnes. Mais il se fait que lorsque les entreprises qui polluent la nature
ont pollué tellement que cette glace a commencé à se dissoudre, à s'évaporer. Et c'est ce qui fait que nous avons commencé à sentir la chaleur. Aujourd'hui, il y a une forte chaleur. Et que cette chaleur, quand c'est au niveau de nos villages, nos pays, ça amène à la sécheresse. Il y a le pays qui manque d'eau aujourd'hui. Et vous voyez, l'autre fois, on a demandé à ce que la RDC puisse faire une canalisation pour que notre fleuve Congo puisse aller ravitailler le fleuve Nil. Parce qu'il y a de l'autre côté, tellement qu'il y a une forte chaleur, ça commençait à sécher l'eau qui était dans le fleuve Nil. Et qu'il y a des négociations à ce sujet et que les experts à la matière ont trouvé que si on creuse pour arriver à cela, cette terre qui est déjà sèche, ça va absorber encore l'eau. On risque d'avoir aussi la pénurie d'eau ici à l'RDC. C'est ainsi qu'on continue à étudier, mais la demande est forte. Je ne sais pas si les autorités vont céder à cette demande. Donc, et cela a amené qu'il y a eu au niveau de la population, il y a eu l'insécurité sociale, l'insécurité comment dirais-je, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'eau, là où il fait beau vivre, là où il n'y a pas de maladies, pour le changement climatique est vivement axé sur la promotion de l'équilibre, mérite les pays contributeurs à la régularisation climatique mondiale. C'est comme ce que je venais de vous dire ici, les hommes, à travers nous sommes en train de vivre des catastrophes. Vous voyez le feu qui embrase les forêts comme ça, qui brûle même des maisons. On a vu ça aux États-Unis aussi, qui brise le feu, qui embrase la forêt, entame les maisons et les maisons se brûlent. Donc, ce sont des phénomènes qu'on appelle aujourd'hui des catastrophes naturelles. De chercher à pallier à cette situation. Comment il faut arriver à atténuer la situation? Ils sont en train de fabriquer des véhicules qui vont commencer à circuler avec de l'eau à la place de l'essence. Parce que c'est le pétrole aussi qui pollue. Donc la pollution qui est due aux industries, parce que c'est des industries pour faire fonctionner leurs machines. Donc c'est pourquoi vous voyez même, ils sont en guerre avec nous en Afrique. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont fait la guerre à la Libye, toujours pour avoir le pétrole de la Libye. Donc ce sont des gens qui polluent à travers le pétrole. Donc on est en train de chercher comment est-ce qu'il faut pallier à cela, acheter fabriquer des véhicules électriques. Donc, ils vont commencer à faire la nuit, quand vous terminez vos courses, vous les branchez. Vous avez vu aussi à la télé, on a fait une expérimentation par rapport à cela. Ça se trouve encore dans le pays qu'on a fabriqué. Le véhicule en question, ça n'est pas encore arrivé ici chez nous. Il y a le véhicule qui roule avec de l'eau et qui roule aussi. Il y a de manière aujourd'hui, on est en train de fabriquer, on appelle ça des gaz à effet de serre, des immondices, des saletés que nous jetons ici. On est en train de le travailler, on les filtre et on obtient du pétrole par rapport à cela. Donc on appelle ça gaz à effet de serre. Ce sont des palliatifs qu'on est en train de chercher à trouver pour pallier à au changement climatique. Donc, notre pays, la RDC, à travers la délégation qui a assisté à la COP26, a été publicité pays solution. Pourquoi pays solution? Parce que la RDC, notre pays, regorge au moins dans son sein 60% de la forêt équatoriale.
Nous sommes deuxième au monde après forêt Amazonie. Donc au niveau de la RDC, au niveau de l'Afrique, la RDC joue un grand rôle. C'est ainsi que la RDC a été publicité pays solution. Mais avant d'arriver là-bas, nous, la RDC, nous avons beaucoup perdu. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup d'années que la COP26 a existé. Il y a eu beaucoup d'années qu'au niveau de la biodiversité, au niveau des Nations Unies, il y a eu des réunions, mais la RDC a toujours été absente plutôt. Pourquoi? Parce que lorsque on va dans des négociations, on va dans des réunions de haut niveau, la RDC ne se présente pas. Et à cela, il y a eu un moment où on avait alloué au pays qui regorge la grande capacité de la forêt, on avait alloué au moins un fonds qu'on appelait fonds vert. Et de ces fonds verts, nous, la RDC, on n'a pas bénéficié à cela. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été absent. Même s'il y a des experts, mais il faudrait qu'il y ait des autorités compétentes qui vont signer pour bénéficier à ce fonds. Lorsque vous, les autorités, vous êtes absents, même s'il y a des conférenciers, il y a des experts, on ne va pas vous donner la latitude de prendre la charge de la RDC pour mettre votre signature. Non. Donc ce sont des autorités. Et cela a fait que ça bénéficiait au Congo-Brazza. Et il y a eu un professeur là qu'on appelait le professeur Kalalasi, je m'avise. Il était parti comme expert et il a été coopté parce qu'il était vraiment expert en ce qui concerne l'environnement. Il a été coopté au niveau de Congo-Brazza et il a été publicité expert de Congo-Brazza et il a fait bénéficier à Congo-Brazza ses fonds verts pendant des années. Donc au moins pendant 10 ans, c'est pourtant la RDC regorge une grande capacité, 60% de la forêt de bassin du Congo. Cependant que de l'autre côté, ils n'ont pas ce pourcentage de la forêt. Mais parce qu'ils ont été toujours là, ils ont bénéficié aussi de l'appui de notre frère congolais de la RDC, qui les a accompagnés, parce que vous voyez, moi je suis internationaliste et on dit toujours pas d'intérêt, pas d'action. Et la vie là où il y a des intérêts, c'est là où il a posé des actions, on l'a porté, il y avait des autorités, il a eu à défendre ces pays et ils ont bénéficié pendant des années. Je pense que ça doit être au moins 10 ans comme ça. Et la RDC, toujours absent. Mais cette fois-ci, comme le chef de l'État lui-même, il était le chef de la délégation, et il a fait obtenir à la RDC d'abord la place de leader et que le pays de la RDC a été publicité pays solution et il a laissé le membre du gouvernement dont il y a une femme, la première vice-ministre, Mme Eve Bazaïba, qui avait chapeauté cette équipe-là pour rester négocier. Et il fallait aussi faire en sorte que les accords de Paris qui donnent au moins 1 milliard de dollars, 100 milliards de dollars aux pays qui regorgent de la forêt, que cet accord ne soit pas révisé. Les donneurs de cet argent commençaient à vouloir réviser. Pourquoi? Parce que la RDC, jamais présentée, ces pays qui regorgent de la forêt, ils sont toujours absents, donc le fonds n'était pas absorbé et qu'il fallait maintenant arriver au point de négocier et de réviser l'accord. Mais avec la présence du chef de l'État, ça jouait et que l'accord ne va pas être révisé. Il faudrait maintenant que ces fonds puissent venir aider surtout la RDC qui aide le monde, parce qu'étant deuxième poumon mondial, ça aide le monde. Donc, soit 60% de la forêt, et puis 40% en eau douce, 57% en eau douce, c'est-à-dire que la RDC joue un grand rôle. Et que la population est en train de souffrir par rapport à cela. Or, il y a de l'argent qui sont en train de planer quelque part. Et les mamans que je salue beaucoup, les mamans maraîchères, qui ont toujours travaillé, labouré la terre, pendant qu'elles sont en train de faire ça pour aider à subvenir à leurs besoins familiaux,
Pourtant, ils sont en train de jouer un grand rôle aussi dans la lutte contre le changement climatique. Parce que quand ils sont en train d'élaborer la terre, ils plantent leur production, ils arrosent la terre pour que la production puisse pousser et ça atténue la chaleur, ça atténue le changement, ça lutte contre le changement climatique. Et à cet effet, il faudrait que cet argent-là, de l'accord de Paris, les 100 milliards-là, puisse aider à cette population de mamans maraîchères à s'approprier quand même avec des matériels adaptés, au lieu d'être toujours au Moyen-Âge avec des roues, des machettes, tout ça. Il fallait qu'on puisse leur doter quand même de matériels qui vont les aider à économiser dans leur temps, avec cet argent. Et l'argent là va aider aussi beaucoup de familles, surtout aussi beaucoup de fonctionnaires qui sont mal payés pour qu'on arrive au palier que le chef de l'État a promis aux fonctionnaires. Donc, nous avons aussi un cas de peuples autochtones qui vivent dans des forêts, comme dans les forêts équatoriales, nous avons nos pygmées, nous avons les semi-battus qui vivent là-bas, qu'on appelle les peuples autochtones. Ces peuples-là, c'est vrai, c'est un peuple qui protège la nature, qui protège la forêt, mais elles vivent également aussi de la forêt. Leurs maisons sont construites en bois, ils vendent le bois, ils vendent des chevrons que nous construisons avec nos maisons et ça fait partie de leur vécu quotidien. Or, avec le coupe de bois, cela aussi occasionne le réchauffement climatique. Donc, c'est ainsi qu'à travers le ministère de l'Environnement, il y a une journée qui est décrétée journée de plantation d'arbres, on appelle ça le reboisement. Donc, c'est-à-dire, quand vous coupez les arbres, vous devez les remplacer. Vous coupez l'arbre qui est déjà âgé, vous remplacez par de jeunes plantes qui vont aussi pousser pour arriver à vous aider dans les jours à venir. Donc, il y a même les agents du ministère de l'Environnement qui sont dans les communes, même dans votre parcelle. Vous avez planté votre arbre, mais lorsque vous le coupez, vous devez avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement, l'autorisation de coupe de bois. Et quand vous n'avez pas cette autorisation, on va vous taxer des amendes parce que vous avez coupé l'arbre qui aide à la fraîcheur dans le quartier ou dans votre environnement. Vous voyez, même dans le long des boulevards, dans le temps, il y avait des arbres qu'on avait plantés qui les Belges avaient laissés. Aujourd'hui, on a coupé les arbres pour agrandir le boulevard, mais quand vous êtes sur les arrêts de bus pour attendre le transport, vous allez sentir la chaleur qu'il y a sur le boulevard, parce qu'il n'y a pas d'arbres. Les arbres aident à la fraîcheur. Les arbres aident aussi à nourrir notre cerveau. Les Blancs, ils savent que la nature, ça contribue à la santé. Ça contribue à la santé humaine. C'est ainsi que vous voyez, il y a beaucoup de Blancs qui ont planté et qui ont des maisons dans des campagnes et tout, parce que le cerveau se fait nourrir aussi par des gaz carboniques qui est dégagé par les arbres. Mais quand vous continuez à couper, donc vous allez avoir aussi un problème. Donc c'est ainsi qu'il faudrait qu'on puisse vraiment sensibiliser la population à ce qui concerne le plante de jeunes arbres, pour que dans les jours à venir, que nous ne puissions pas continuer à subir les calcaires sur notre peau, parce que ça abîme la peau. Vous allez voir, quand vous restez longtemps sur le soleil, ça pigmente la peau et ça abîme la peau. Donc pour ce faire, il faudrait que nous puissions toujours planter les bois. C'est très capital. Planter les arbres, c'est très capital à nous tous. Même là où nous sommes dans nos parcelles, cherchons à planter. Ça fait partie aussi de la lutte contre le changement climatique. Au niveau de l'atténuation
nous nous sommes déjà adaptés à la lutte contre le changement, à cette chaleur. Mais nous devons lutter, nous devons maintenant chercher à l'atténuer. L'atténuer, c'est ce que je viens de vous dire là. Vous devez chercher à planter des arbres. Conserver les coins où il y a des arbres, n'est pas accepter qu'on puisse les couper parce que ça contribue à notre santé. Il faudrait que le ministère, donc les mamans maraîchères qui œuvrent dans ces secteurs, qui ne savent pas qu'ils sont en train de contribuer en grand nombre à ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, continuer à les sensibiliser. Et il y a des ONG qui travaillent en partenariat avec le ministère de l'Environnement qui aident à encadrer ces femmes dans ce qu'ils sont en train de faire. Les aider même à avoir des formations appropriées. Il y a des colloques, des séminaires, des conférences qui sont à ce qui concerne la protection de la forêt, la protection de la nature. Il y a toute une direction au niveau du ministère de l'Environnement qu'on appelle la direction de la foresterie, protection de la foresterie. C'est une direction qui travaille en partenariat avec les ONG qui travaillent dans le secteur de l'environnement. Donc, ces mamans qui sont là-bas, ils peuvent être financés par cette entreprise, par ce ministère, parce qu'ils ont aussi des partenaires financiers tels que la GIZ, tels que PNUD et CAFIF, ONARED. Il y a beaucoup d'agences d'accompagnement de l'environnement. Donc, si vous êtes affilié au ministère de l'Environnement, à travers les ONG qui sont en partenariat, vous allez bénéficier de ces financements pour aider la population à bien faire. Donc, aujourd'hui, nous parlons de l'autonomisation et chaque fois, j'ai toujours remarqué que chaque année, le ministère du genre, quels que soient les thèmes qu'ils vont formuler, cet aspect-là de l'autonomisation des femmes ne manque jamais. C'est-à-dire que c'est un processus. Donc, les femmes, comme maman l'a dit ici, comme mon frère l'a dit, les femmes, depuis le Moyen-Âge, les femmes étaient en train de travailler. Les femmes ont toujours travaillé pour subvenir à leur famille, à leur ménage. Parce que dans les temps, les femmes constituaient un main-d'œuvre pour les hommes. C'est ainsi que les hommes, dans le Moyen-Âge, étaient en train d'épouser 20 femmes, 30 femmes, parce que c'était leur main-d'œuvre. Donc, c'était ces femmes-là qui allaient cultiver les champs. C'était ces femmes qui amenaient la production à la maison. Donc, quand la femme va au champ, après les champs, elle va passer pour pêcher et elle amène, chaque femme devrait amener la production qu'il a à obtenir dans ce qu'elle est en train de faire au champ ou à la pêche. Et les hommes étaient là seulement pour aller à la chasse et récolter tout ce que les femmes étaient en train d'amener à leur maison, dans leur ménage. Donc, l'autonomisation de la femme a commencé depuis. Jusqu'aujourd'hui, la femme a toujours été autonome, mais elle n'a pas été autonome en même temps et marginalisée en même temps. Donc, elle amène la production et qu'elle-même ne peut pas consommer. C'est-à-dire, à l'époque, on demandait à la femme, on interdisait à la femme beaucoup de choses, beaucoup de nourriture. Et la femme ne mangeait que ce qui était le matembélé, le pondou et autres, mais la viande, le poisson et tout ça, c'était réservé aux hommes. Donc, cette lutte que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est une lutte qui a commencé depuis, mais là, on est en train d'arriver. Avec l'accompagnement du chef de l'État, aujourd'hui dans le gouvernement, nous avons au moins 27% de femmes dans le gouvernement. Or, dans l'État, c'était 5%, 7% et tout ça. Mais aujourd'hui, on a au moins 27%. C'est une avancée significative et nous espérons aller jusqu'au-delà. Et les femmes sont en train de travailler dans leur ménage
ils travaillent beaucoup et ce sont des femmes qui sont autonomes. Nous, moi qui vous parle aujourd'hui, ici ma mère n'avait pas beaucoup étudié, mais elle m'a bien encadré, elle m'a bien éduqué. Donc vous allez voir que nos mamans qui, dans les temps, qui n'étaient pas intellectuelles, mais les enfants de ces femmes-là étaient très bien éduqués. Aujourd'hui, vous pouvez être quelque part, même dans un bus, vous voyez un papa qui vient, il y a un enfant qui est assis, qui ne fait pas céder la place à ces papas-là. Or, nous, on nous avait éduqués, quand tu vois un vieux, une maman, un papa, il faut lui laisser la place. Il faut toujours dire bonjour. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un, un enfant qui entre dans la parcelle comme ça, il ne sait même pas dire bonjour. Et quand il arrive, vraiment, et nation qui gagne. Même les petits, donc des notions élémentaires aujourd'hui à nos enfants, nous, les femmes qui avons beaucoup éduqué, on manque cela. Donc nous avons vraiment du pain sur la planche. Nous sommes en train de faire lutter pour arriver au pourcentage que la Constitution est en train de nous indiquer, mais nous devons aussi lutter pour l'éducation de nos enfants. C'est vrai que dans l'éducation des enfants, nous avons la famille, nous avons l'environnement, l'école, les églises, les associations, tout ça, mais les enfants sont beaucoup plus dans cette histoire que nous sommes en train de les racheter, qui les amène aux déviations. J'ai dit, je vous remercie. Coordonnateur du groupe scolaire technologie moderne. Je suis avocat aussi. Je commence par remercier les différents intervenants. Je les remercie non seulement parce qu'ils ont exposé, mais surtout à cause de la qualité de leurs interventions. Nous avons vraiment été édifiés et ça valait vraiment de la peine. Malheureusement, je constate que la salle est presque vide, alors que ce soit au groupe scolaire ou à l'ISTK, on peut compter plus de 200 femmes. Mais si on compte parmi les femmes qui sont présentes maintenant là, on n'atteindra même pas 50. Au contraire, les hommes qui devaient s'intéresser à cet événement sont plus nombreux dans la salle que les femmes. C'est vraiment dommage. Alors que cette journée de passion à adresser aux intervenants. La première, journaliste. J'ai des petites questions, je tiens à poser à Madame Thérésia, et aussi à Madame Rachel. Madame Rachel, tout à l'heure, dans votre exposé, vous disiez que... Vous savez Madame Rachel ou Madame Thérèse? Je parle avec Madame Rachel. Dans votre exposé, Madame, vous disiez qu'il faut construire ou reconstruire un monde nouveau qui serait basé sur l'égalité. Madame, Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, il n'a pas pu créer un monde égalitaire. Par telle magie, nous les hommes, nous serons en mesure de créer ce monde égalitaire dont nous souhaitons. Ça c'est pour Madame Maître Rachel. Pour Maman Rachel, ça c'est la question que je vais poser. Maman Thérésia. Mais vous savez, de manière beaucoup plus générale, on nous fait voir que la femme serait la première victime. Ou il serait de manière beaucoup plus principale vulnérable. Parce que vous parlez de changement climatique. Comment la femme qui est victime, qui est vulnérable, devait prendre les précautions, lutter pour ces changements climatiques et ses conséquences. Ça, c'est la question que j'ai posée à Maman Thérésia. Pour Maître qui a parlé de l'antiquité, l'égalité, toutes ces choses-là, Maître, pourquoi vous voulez vous mettre à la place de Dieu? Je ne comprends pas. Dieu lui-même n'a pas pu créer, comme je disais, je pose la question à Maître, un monde égalitaire. Vous avez dit Maître qui? Maître Pierre.
Maître Pierre, la discrimination est divine. Ça vient de Dieu. C'est quoi ça? Vous ne pensez pas, parce que la femme peut lutter. Mais selon les principes de Dieu, elle serait toujours, je suis conditionné comme journaliste, soumise à l'homme. Autrement, nous allons aux antipodes de la volonté de Dieu qui va ce que la femme soit toujours soumise à l'homme. Voilà mes 3 petites questions que je voulais poser aux ATV là. Vous voulez très bien, allez-y, après vous. Contre le changement climatique. Je disais ici que la femme contribue au changement climatique vu ce qu'elle est en train de faire comme le travail d'élaborer la terre. Quand on parle que la femme est la première vulnérable, c'est-à-dire quand il y a pénurie, quand il y a le problème de l'électricité, de l'eau, tout ça, c'est la femme qui est vulnérable en ce moment-là. Parce que quand elle va chercher de l'eau dans le ruisseau, elle va chercher de l'eau dans les rivières, elle rencontre des agresseurs, des violeurs et tout ça. Même quand il y a des manques d'électricité. Dans le nord, quand il va aller chercher de l'eau, elle trouve aussi un rencontre de problèmes comme cela. C'est pourquoi on dit que la femme elle est la première vulnérable quand il y a des problèmes comme cela. Mais en ce qui concerne le changement climatique, en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, elle est en train d'apporter aussi sa main forte par rapport à la lutte contre le changement climatique, même si elle-même ignore ce qu'elle est en train de faire. Parce que beaucoup ne connaissent pas, quand elles sont en train d'élaborer la terre, ils ne connaissent pas que ce qu'elle est en train de faire là, arroser la terre et tout ça, elle contribue à la lutte contre le changement climatique. Et dans le cas espèce, nous disons, parce que nous sommes en train de parler de la lutte contre le changement climatique, c'est ce que nous avons cité, cette femme rurale, cette femme maraîchère qui s'occupe à contribuer à cela par rapport aux travaux qu'elle est en train de faire. Mais elle est la première vulnérable. Lorsque je parlais ici, là où est né l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'il y avait pénurie, dans le changement climatique, sèche l'eau, la terre et tout, et ça amène que la population se déplace. Parce que cette population qui se déplace, c'est plus de famille, la maman et les enfants, et les papas aussi. Mais souvent, c'est plus, ça se fait sentir lorsque la maman se plaint qu'il n'y a pas d'eau. Ils doivent aller toujours dans les ruisseaux. C'est dans le même ruisseau là où ils vont puiser de l'eau pour boire, ils vont puiser de l'eau pour laver les habits, les assiettes et tout ça. Et cette eau plutôt devient impropre à la consommation. Et ça mène aux maladies infectieuses qui fait que qui amène au déplacement de la population en masse pour aller chercher là où ils peuvent trouver de l'eau afin de bien vivre. Donc voilà quoi. À ce qui concerne les thèmes, il y a ONU Femmes. L'ONU Femmes, c'est une branche de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'ONU Femmes qui a toujours chaque année conçu un thème qu'on appelle le thème international. C'est à l'issue de ce thème international qui est maintenant mis à la disposition de tous les pays que maintenant ils vont se conformer. D'abord, le fond va rester le fond du thème de l'ONU Femmes et ils vont ajouter une particularité par rapport à leur pays. Si vous voyez même le thème international, on parle aussi de l'autonomisation des femmes, des filles, l'égalité de chances et puis des catastrophes. Donc, à notre niveau, on a juste ajouté promouvoir l'autonomisation de la femme et de la fille à l'égalité et tout ça. Donc, la seule différence dans les deux thèmes, ici, on ne parle pas de l'égalité des chances, mais dans le thème international, on a ajouté l'égalité des chances aux filles et aux femmes. Donc, c'est l'ONU Femmes qui a toujours conçu le thème international. Donc, voilà. Merci beaucoup.